On va tout de suite attaquer le deuxième move avec tout de suite la vidéo de Brut. Alors, on est sur le move des territoires d'entreprise. Pierre, sur ce move d'entreprise, est-ce qu'on voit des évolutions notables sur les items de responsabilité notamment ? Tout à fait. Alors, ce qu'on peut déjà constater, c'est que les items de responsabilité sont des leviers de croissance de la valeur des marques. Là, on le voit très clairement. Les marques qui sont bien évaluées sur ces deux dimensions ont une croissance beaucoup plus forte que celles qui sont mal évaluées. Comment interpréter ces chiffres ? Déjà, c'est que les marques qui sont bien évaluées sont dans les tendances que recherchent les consommateurs. La deuxième chose, on peut regarder plutôt à l'envers, c'est que les marques qui sont le plus en forte croissance, c'est des marques tech qui, pour le moment, n'ont pas à souffrir de problèmes de responsabilité sociale et environnementale, ce qui peut venir, puisqu'on rappelle que si Internet était un continent, ce serait le troisième continent en termes de consommation d'énergie. Ensuite, après, ce qu'on peut dire, c'est que la préoccupation environnementale devient le premier levier de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est devenu le premier levier de la réputation. Donc on a dit que c'était bon pour le business, mais c'est aussi bon pour la réputation des entreprises. Donc le levier de responsabilité est 3 fois plus important qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut constater pendant la crise ? C'est qu'effectivement, la préoccupation de l'environnement est très forte. 2/3 des Français nous disent être inquiets pour l'environnement et ce sentiment a augmenté pour 20% d'entre eux. Du coup, les consommateurs estiment que leurs choix de consommation ont un impact et ils vont attendre que les marques leur proposent une vision. Et ça, c'est notamment vrai auprès des plus jeunes générations. Donc, on voit 37% auprès des 18-34 ans. On a des champions quand on regarde ce qui se passe en France, notamment des champions français. Donc, il y a une seule marque qui n'est pas française dans celles qui ont la meilleure évaluation en termes de responsabilité. Sinon, on voit qu'il y a des marques patrimoniales, donc assises sur des valeurs dont ils vont vraiment pouvoir profiter pour pouvoir bien inventer le futur. Et puis, on a aussi des RSE native qui, et c'est ce qu'on pense, vont être aussi disruptifs que l'ont été les digital natives il y a 15 ans. Alors Karine, comment vous intégrez finalement, comment les marques intègrent ces enjeux RSE ? On est vraiment sur, on l'a dit tout à l'heure, le consommateur fait bouger les lignes et il est très conscient de l'impact de sa consommation. Du coup, il se tourne vers les marques pour leur demander une certaine guidance pour faire avancer les choses. On est passé à des années d'oubli, on peut plus dire qu'on ne sait pas. C'est une marque qui nous l'a cité dans le secteur de la beauté en disant oui, voilà. Donc aujourd'hui, il s'adresse aux entreprises pour qu'elles proposent des solutions plus durables, plus adaptées aux défis actuels. Il y a aussi une logique à adopter moins mercantile. Et là, c'est le nerf de la guerre. C'est surtout que ça peut pas se faire sans accepter une certaine baisse de rentabilité. À court terme, en tout cas. Et il y a une nécessité aussi de résilience des dirigeants et des actionnaires vis-à-vis de la fin de l'ancien modèle qui doit se mettre en place. Donc là, on a un problème d'acculturation et de faire entendre ces messages-là au plus haut de la direction. Donc moins de surcroissance, revenir à une croissance plus raisonnée, plus raisonnable, profitable à la société, à la planète. On est vraiment dans cette dimension de réinitialisation de l'entreprise qui est bien sûr encouragée par la loi Pacte. Elle a un cadre à 2 niveaux, jusqu'à l'entreprise à mission. Et en tout cas, c'est une bonne chose de poser le cadre, mais la raison d'être et le devoir de faire, c'est plus une utopie, c'est un peu l'urgence. Et les marques, elles sont plutôt globalement en ordre de marche dans cette direction-là. Et il y a quand même le cran d'assumer sa responsabilité politique. Donc les dirigeants qu'on a interrogés étaient très conscients. Et par exemple, dans l'aérien, voilà, ils sont passés de 30 ans de croissance à plusieurs chiffres, à aujourd'hui quasi de l'arrêt. Ils doivent refondre certains modèles et les moves de mission sont juste clés. Donc on est plutôt sur un spectre élargi d'objectifs. On parle de ROE, de ROI et de ROSE. On avait le ROB, le ROSE et le ROI. Ensuite,
Alors, ensuite, on déroule. On a aussi cette posture de leadership qui doit un peu évoluer. On est vraiment, l'année dernière, on l'avait vu sur la dimension des écosystèmes. Aujourd'hui, ils doivent être interopérables, ils doivent être interconnectés entre eux. Et ça ne fait plus de sens que d'être dans son propre écosystème et de se regarder un petit peu comme ça entre nous. On a des belles initiatives de marque. C'est un facteur clé de succès au-delà du levier de croissance. Ça permet de réinitialiser l'industrie. On le voit avec un exemple ici sur l'univers de transport, de regrouper évidemment ces acteurs parties prenantes autour de la table, plus largement, et de pouvoir se parler vraiment in situ et plus inclusive. On voit le rassemblement mondial que représente la mobilité durable qui est initié et fédéré par Michelin avec le Moving On Summit, qui est juste génialissime au sens où ils agrègent des écosystèmes complètement mélangés, et c'est ça qui va faire bouger les choses. Donc prendre le leadership, et ça permet aussi de réinventer les territoires. On voit que dans l'aérien, on a aussi ce sujet-là sur l'hydrocarbure. Donc on s'inscrit dans des mouvements collectifs. Et puis je crois que ça bouge au niveau de la manière de Et voir les puis choses. ça bouge au niveau des mentalités, bien évidemment, puisque ça va de pair. On est vraiment sur la place de la marque dans l'entreprise. On le verra tout à l'heure dans le move de communication avec Tiffaine Houchen-Bourreau qui va témoigner chez Bouygues Télécom. Elle n'est plus invitée au COMEX, maintenant elle prend sa place au COMEX. Donc ça c'est plutôt bien, on l'attendait depuis 4 ans. Donc voilà. On est dans la fin de la culture de secret aussi, on a vraiment cette dimension en interne. On a vu tout à l'heure que les hiérarchies s'aplatissaient. Fin de culture du secret, c'est qu'aujourd'hui, en interne, la com interne a pris le pas. Le leader d'entreprise a communiqué auprès de ses collaborateurs et on s'appuie sur ça pour l'externe. Donc c'est hyper intéressant et c'est hyper important aussi pour créer la motivation des collaborateurs. On a une réactivité évidemment en conséquence des prises de décision, puisque des circuits plus courts, évidemment, ça nous permet d'être plus réactifs. Et puis construire, là c'est sous la marque employeur, l'attractivité auprès des jeunes. Et aujourd'hui, le premier levier de choix d'une entreprise quand un jeune arrive sur le marché du travail, c'est une entreprise engagée. En quoi elle est engagée, comment elle est engagée, et est-ce que c'est vrai ou c'est du fake. Donc on est vraiment sur une dimension d'organisation qui s'acclimate. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement sur ce move d'entreprise ? On est vraiment sur la dimension de... on tourne la page. On est sur le switch. On tourne la page. On tourne la page pourquoi ? Pour aller vers un spectre élargi d'objectifs. On en a parlé. Il y a bien sûr la performance commerciale. On ne peut pas l'éluder. Et c'est important. Mais il y a aussi la dimension RSE et la dimension réputationnelle de marque. On a un move de mission, pour le récapituler, sur le leadership et puis sur les organisations. Globalement, on change de focale. Au niveau de la stratégie, on change de focale dans l'entreprise et on est plus orienté vision versus financier. Parfait. Anne. Oui. Alors finalement, les étudiants, est-ce Oui. qu'ils sont sensibles à l'importance de l'humain dans l'entreprise ? Ultra sensible. Alors ça, en peu de temps, ils sentent très bien une culture d'entreprise qui est plutôt froide, voire arrogante pour certaines, pardon. Et puis à l'inverse, on sent très vite quand c'est tourné vers l'humain. Et quand c'est chaleureux, alors il y a un point d'étonnement. Ils ont été très étonnés parce qu'en fait, les directeurs et les directrices marketing sont beaucoup plus humbles, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympas qu'ils ne pensaient. Ils avaient une espèce de vision un peu comme ça, tyrannique, je sais pas. Et la digitalisation, pour eux, c'est un point important ou pas ? Oui, c'est impérieux pour eux, ça n'a même pas besoin d'en discuter. Mais alors, ils précisent quand même avec le télétravail et le Covid que c'est dans les rencontres physiques qu'on transmet les savoirs. Et que la transmission des savoirs, ça ne se fait pas par Internet. Ça, par visioconférence, ça ne marche pas. Et dans les stratégies RSE des entreprises, qu'est-ce qui retient le plus leur attention finalement ? Alors, ils sont très, très intéressés. Ils sont évidemment très convaincus de la raison d'être, de la mission, de la RSE, etc. Mais alors, quelques points d'étonnement quand même, tout à fait marrants. Ils ont découvert des stratégies RSE très élaborées, mais inconnues du grand public. Donc là, il y a un petit problème. Ils ont détecté parfois des déséquilibres parce qu'ils savent que la responsabilité sociale, c'est pas uniquement de l'environnement. Donc des marques qui sont, par exemple, très engagées sur l'environnement, mais qui font rien sur le social. Alors, ils savent que le développement durable, c'est les deux. Et puis, alors, ils ont détecté parfois des écarts entre la stratégie RSE de l'entreprise et l'image de ses pubs. Et pas toujours... voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de lisibilité
dans les engagements de l'entreprise et est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser la pub. Mais ça, c'est le prochain chapitre. Mais ils y adhèrent ou pas à ces engagements de l'entreprise? Alors, il faut quand même que je vous dise que de façon générale, les jeunes gens, ils ont a priori une méfiance systématique pour tout ce qui est RSE. C'est-à-dire que ils vous parlent tout de suite de social washing, de good washing, de feminist washing, de green washing. Ils n'arrivent pas à discerner le vrai du faux. Alors après, dans les interviews qu'ils ont pu faire, voilà, la méfiance s'est atténuée, dissipée. Mais en tout cas, on peut résumer leur position par OK pour les engagements RSE, maintenant, on veut des preuves. Parfait. On va voir tout de suite avec nos amis de Panthéon Assas. Alors pour le move d'entreprise, pour eux, ça va de la propriété à l'usage. L'économie du partage croît de 30% par an, l'allocation de parapluies, comme le ferait Brella Box, ou alors des ballons de basket, comme le fait Tsulu GQ, et puis des batteries qui sont tout à fait chargées avec Anker. Alors on a aussi le Seamless Retail. C'est une expérience unifiée on-off. 60% des commandes Fresh Hippo, par exemple, sont effectuées via l'app. Et puis le magasin devient un showroom JD.com pendant que les produits, eux, sont livrés à domicile. Alors le casse-tête éthique aussi, parce que les usages des données, la privacy, c'est un véritable sujet. Hein. Et puis la réglementation. En cosmétique, l'Union européenne, par exemple, elle interdit les tests sur les animaux. Mais là-bas, en Chine, c'est exigé pour pouvoir commercialiser les produits. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire des concessions sur nos engagements? Vaste question. Merci à vous trois.